Tout de suite. Le journal. Ils ont été mis à terre, les victimes du dérapage d'un Land Cruiser de la SNEL qui s'est noyé dans les eaux d'un îlot. Leurs familles ne les reverront plus jamais. Elles leur ont dit adieu. Cet événement malheureux a eu lieu ce vendredi 26 avril 2019. Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs, et merci de nous avoir choisi pour vous informer. L'accès, la lecture, la prétention et la redevabilité sont les défis qui devraient être relevés au Lualaba pour permettre aux jeunes d'avoir droit à l'éducation sans beaucoup de difficultés financières. Ceci a été dit dans un atelier de réflexion sur la réduction des frais scolaires tenu ce vendredi 26 avril à l'Hacienda par le ministère provincial de l'enseignement et Accélère. Mikantenga était présent. Dans cette salle, ces principaux acteurs de l'éducation et d'autres invités n'ont qu'une seule chose en tête, à laquelle ils doivent tous réfléchir. La réduction de frais scolaires des élèves de l'école primaire est une question majeure qui trouve déjà sa réponse dans la Constitution à son article 33. Le but de tout ceci, c'est véritablement d'arriver à mettre autour d'une même table tous les acteurs du secteur éducatif de façon à réfléchir à quel mécanisme mettre en place pour arriver à rendre gratuit l'enseignement. L'idée, ça, ce n'est même pas un souhait, mais c'est quelque chose qui est consacré par la Constitution. Et il faut voir dans quelle mesure alléger la charge des parents, parce qu'aujourd'hui, les parents sont surchargés par la quantité des frais que ces derniers payent au niveau des écoles, qui malheureusement ne sont pas contrôlés. Quel est l'objectif poursuivi de cette démarche et comment arriver à l'accès et à la gratuité scolaire au niveau de l'école primaire? Vous savez, le Lualaba a déjà fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'enseignement au niveau de la province. Mais, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, là, il y a encore des points qui restent encore faibles et qu'il faut améliorer. Et nous avons des coins aujourd'hui dans la province qui n'ont pas encore suffisamment d'écoles. Pour ce faire, vous avez beaucoup d'enfants qui ne sont pas à l'école, qui ne vont pas à l'école. Donc, la province a encore le grand devoir de construire des nouvelles écoles pour permettre à tous les enfants d'aller à l'école. La problématique des enfants qui sont dans les carrières. Donc c'est parmi les différents points que nous allons épingler, nous allons analyser pour que, au finish, nous prenions des dispositions pour améliorer ce secteur. Le souhait de Lualabaises et Lualabais est de voir l'article 33 de la Constitution être appliqué. Et puis, l'atelier de vulgarisation du nouveau code minier et ses mesures d'application a été clôturé ce vendredi 26 avril 2019. Il a été organisé par la coordination de la plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier, POM en sigle. Plusieurs points ont été abordés, notamment la redevance minière et le cahier de charges. Fiston Salomon. Il y a ce qu'on appelle les dépenses. C'est sur l'invitation de la plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier, POM en sigle, que les bourgmestres adjoints de Dilala, le chef des entités et les services publics ont pris part à cette assise. Ils sont attentifs aux enseignements consacrés à la vulgarisation du nouveau code minier. Cet atelier était d'une importance capitale et une satisfaction de la part des organisateurs. Nous nous réjouissons du fait que vraiment à Colossi, la pratique est allée un peu vite parce que les entreprises payent déjà leurs redevances auprès des entités, des ETD. Comme à Lubumbashi, par exemple, dans les Hauts-Katanga, le mécanisme est bloqué.
les autorités au-dessus disent que les ETD ne savent pas gérer. Et l'argent est là, mais on n'a pas encore commencé à utiliser. Mais ici, l'argent est déjà versé. Les entreprises, les ETD, comme nous avons appris, d'Ilala, commencent déjà à utiliser. Il paraît qu'il y a des routes qui sont déjà faites. Mais nous avons voulu réunir les trois composantes qui entrent en jeu, c'est-à-dire l'entreprise qui paye, la communauté qui est bénéficiaire et ou l'entité ou l'ETD, pour voir est-ce qu'ils ont déjà un plan local de développement. Parce qu'on ne doit pas agir de manière désordonnée. On agit selon le plan, ce que prévoit le plan local de développement. Est-ce que le cahier des charges est déjà mis en place? Qu'est-ce qu'il faut pour que... Parce que pour le cahier des charges, il faut qu'il y ait un comité local de développement qui doit avoir 4 personnes de communauté élues au niveau des communautés, désignées au niveau des communautés. On doit avoir les représentants de l'entreprise et l'autorité de l'entité. On planifier ce qu'ils vont faire pour qu'on puisse mettre cette structure en place et que la loi puisse être mise en application. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Les participants sont déterminés à mettre sur pied des stratégies afin de faire comprendre les codes miniers partout où ils passeront. Vous savez, au niveau... Les productions journalistiques sont faibles en quantité et en qualité dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ce constat est fait par l'ONG ADERI, Action pour le développement régional intégré. Partant de ces constats, la dite ONG a organisé une formation des journalistes sur les techniques précoces en matière de la sécurité alimentaire en RDC afin de lutter contre la famine. Suivez des précisions. Dans une salle aérée pleine de journalistes, ils apprennent les techniques précoces en matière de la sécurité alimentaire en RDC. Selon l'orateur, la réalité de la pauvreté et de la faim n'est généralement perçue que lorsque les pénuries graves alimentaires surviennent. Pourtant, il est possible de les prévenir dans un contexte anticipatoire grâce à une vulgarisation des techniques précoces. Cette tâche est aussi donnée aux chevaliers de la plume. Le journaliste est un acteur stratégique dont la voix porte très loin. Si vous voulez réussir ce combat de la lutte contre la faim et la pauvreté, il faut amener le journaliste à aiguiser sa voix et aussi à faire en sorte que cette voix soit porteuse d'un message d'espoir qui est celui de la lutte contre la faim. Les notions essentielles de la sécurité alimentaire. Car vous savez qu'aujourd'hui, la production journalistique est faible à la fois en quantité et en quantité. Et donc il est question, à travers des initiatives comme celle-ci, de rehausser le niveau évidemment de la connaissance journalistique en matière de la sécurité alimentaire. Cette affirmation n'a pas été contredite par les participants. Ces derniers éprouvent des énormes difficultés, surtout dans une province comme le Lualaba où les minerais sont les priorités. Ça se voit, ça ne demande même pas une explication, tout simplement parce que la difficulté que nous avons, nous journalistes d'aujourd'hui, c'est que par moments nous sommes butés et nous ne parlons que des sujets qui cadrent avec les résultats immédiats. Nous ne voyons même pas comment nous pouvons élargir notre sphère d'action pour atteindre la communauté de manière générale. Plusieurs raisons peuvent concourir à cela. Lorsque nous parlons d'une province minière, c'est aussi une raison parce que c'est l'activité principale, ça attire plus l'attention des journalistes. Aussi, la sensibilisation des journalistes eux-mêmes. Ils ne sont pas suffisamment sensibilisés. Alors, c'est dans ces contextes que cet atelier est organisé pour répondre à la question de comment vulgariser les alertes précoces dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les techniques, les journalistes ont été soumis à une formation, notamment sur l'investigation journalistique liée au même thème.
Et puis la participation des citoyens au processus démocratique et électoral et l'importance des élections locales était le point autour duquel la société civile et ses membres se sont réunis à l'Hacienda ce vendredi 26 avril. L'objectif était de permettre aux citoyens de s'approprier les élections locales. Suivez. Il était question d'une matinée de réflexion, de sensibilisation, un forum citoyen qui invitait les jeunes, les mamans, les organisations de la société civile à une participation citoyenne au processus électoral. Nous avons voulu sensibiliser les jeunes et les mamans à prendre conscience de l'importance des élections locales. Vous savez, la RDC, depuis que nous sommes dans cette expérience électorale, 2006, 2011 et 2018, la population semble croire que les élections les plus importantes, ce sont les élections présidentielles, générales, les élections provinciales, ainsi que sénatoriales. Nous avons voulu informer les gens que nous sommes dans un mode de décentralisation, un mode de gestion qui demande d'avoir une bonne gestion à la base, avoir de bons dirigeants à la base, mais nous estimons que si on fait un bon choix, on fait un vote responsable de ces gens, parce que les élections locales, provinciales ou les élections municipales prévoient qu'on puisse voter des conseillers de maire, des conseillers de bourgmestres, voter des bourgmestres, voter des maires de ville, voter les chefs secteurs, voter les chefs de chefferie. Donc il faut sensibiliser la population à comprendre que ces élections à venir sont très importantes et qu'il faille que nous puissions faire un grand plaidoyer pour que les financements soient disponibles pour ces élections-là. Il ne faudrait pas que les régimes ou le gouvernement puissent minimiser les élections les plus importantes qui constituent la fondation de la démocratie, la fondation de l'édifice qu'est la République du Congo. C'est au niveau de la base. Si on a de bons dirigeants au niveau de la base qui ont été élus, qui ne sont pas nommés par complaisance ou selon les affinités politiques, le peuple lui-même doit se choisir des hommes à la hauteur, à la place qu'il faut, et ces gens-là pourront influencer ou booster le développement de nos entités territoriales décentralisées. C'était ce propos de Maître Shadrach Moukand qui a donné le compte rendu de la rencontre de la société civile. Nous allons parler politique à présent. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, a démissionné de la tête de cette institution depuis jeudi 25 avril 2019. C'était en présence du vice-premier ministre en charge des affaires ad intérim, des affaires étrangères, Alexine Tambwe Mwamba, au profit de sa fonction de sénatrice. Suivez. Francine Muyumba a annoncé sa démission de la présidence de l'Union panafricaine ce 25 avril 2019 lors d'une réunion entre les vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Alexine Tambwe Mwamba, et les membres du comité exécutif de l'UPJ. Au regard de mes nouvelles obligations comme sénatrice, j'ai pris la lourde décision de prendre ces jours congé de démission au poste de présidente de cette organisation continentale de la jeunesse africaine, a-t-elle déclaré sous l'émotion. La présidente de l'Union panafricaine a également remercié tous les chefs d'État et des gouvernements africains qui l'ont soutenu durant les 2 mandats à la tête de l'UPJ. Et ils l'ont accompagné aussi dans son combat pour améliorer des vies des jeunes africains. Francine Muyumba a été élue présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse UPJ, la plus haute fonction au sein de l'organe regroupant la jeunesse au sein de l'Union africaine. En 2014, alors qu'il était âgé de moins de 27 ans, Francine accéda déjà à cette haute responsabilité au niveau africain. Elle est originaire du Sud Kivu, née le 18 février 1987 à Bukavu. Elle a fait ses études primaires et secondaires à Bukavu. Les études universitaires, elle les a faites en Namibie de 2008 à 2011. À l'université de Namibie, elle décroche une licence en communication et études des médias. Ses talents et charisme ont fait qu'elle soit élue présidente du conseil représentatif des étudiants. À moins de 30 ans, Francine Muyumba comprend les enjeux liés aux questions du genre et d'émancipation de la femme africaine. Elle a plaidé pour les rôles de la femme et elle dit: isoler la femme, c'est préparer la chute de toute la nation. Loin d'être une africaine, Francine Muyumba est une fierté congolaise.
C'était le commentaire de Ruth Moukena Kassongo, une page noire dans ce journal. Les victimes de l'accident qui a eu lieu à Nzilo ont été enterrées ce vendredi 26 avril 2019. Certains corps ont été rapatriés à Lubumbashi et à Likasi. Seul Jean-Claude Moulongo a été enterré à Kolwezi au cimetière des Kassangiri. Une amertume s'est fait lire au visage de sa famille biologique et ses amis. Et regardez. C'est de la consternation et la colère qu'on peut lire sur les visages de ces personnes venues rendre les derniers hommages à Jean-Claude Moulongo Shimba, l'un des étudiants de l'Institut des techniques appliquées décédé dans les eaux d'Nzilo. Ce jeune homme de 25 ans est né le 14 juillet 1993. Après un passage à l'ISTA, les membres de la famille et connaissances ont pris la direction du cimetière des Anges où reposera à jamais son corps sans vie. Ses collègues et autres personnalités gardent encore de lui des souvenirs. Moulongo, c'était l'ami, c'était grand frère à un ami, c'était aussi un grand frère pour nous. Il nous a un peu précédé dans les études. Bon, on peut dire que c'était aussi quelqu'un où on pouvait aussi aller consulter, voir, demander un peu quelques idées. Et alors, aujourd'hui, nous a quittés, nous allons l'accompagner. En tout cas, c'est une forte douleur pour l'ISTA, les étudiants de l'ISTA. En tout cas, c'est un peu fort. D'autres corps sans vie de cet accident ont été acheminés à Lubumbashi passant par Likasi. Un seul corps sera enterré à Bukavu, selon les informations en notre possession. En rappel, une Jeep Toyota de la SNEL s'était renversée dans les lacs artificiels des îlots après que les chauffeurs aient perdu l'équilibre sur la courbure de la route en montagne qui mène vers la centrale hydroélectrique. Cet accident avait fait, selon les sources officielles, 11 morts et 1 rescapé. Paix à leurs âmes. À ce propos, le gouverneur du Lualaba a compati avec les familles éprouvées. Il a aussi rendu un dernier hommage aux morts de l'accident. Au nom de ce gouvernement, Richard Mouyej a pris en charge tous les frais liés aux obsèques. Reportage signé presse du gouvernorat. Effectuant la descente sur les lieux où s'est produit l'accident à Nzilo, Richard Mouyej a suivi les explications du directeur sur la cause qui a entraîné la mort de 11 personnes, dont 3 agents de la SNEL et 8 stagiaires. Le gouverneur du Lualaba a tenu une réunion d'urgence à la centrale de Nzilo avec tous les membres du conseil de sécurité et les responsables de la SNEL. Richard Mouyej a donné des directives et a mis tous les moyens pour retrouver les corps. La province a pris en charge toutes les familles endeuillées. Jeudi 25 avril 2019, Richard Mouyej a reçu toutes les familles des accidentés au gouvernorat de province. Au nom de M. le recteur, l'université de Lubumbashi, qui nous a délégué ici en mission officielle. Ce sont nos enfants. Oui, merci beaucoup. Également notre prise en charge ici, nous voulons vous dire sincèrement merci. Après un entretien, le numéro 1 de l'exécutif provincial a mis à la disposition des familles les cercueils, le linceul, les frais d'inhumation et le transport de corps et des familles. Ce vendredi 26 avril 2019, il s'est rendu à la morgue de l'hôpital Jekamine Ouest où il a assisté à la levée des corps après avoir été embaumé. C'est la tristesse qui se lit sur les visages de familles, des cris de détresse, des pleurs. Donc, les familles inconsolables ont assisté impuissants au départ de corps. Richard Mouyej Monguezmons a rendu les derniers hommages à ces accidentés. À ses côtés, l'honorable Achille Mouteteke et quelques membres de son cabinet. À bord de la Jeep accidentée, il y avait 12 personnes, dont 4 agents de la SNEL, parmi eux un rescapé et 8 stagiaires, dont 2 de l'Institut des techniques appliquées ISTA et ceux de l'université de Lubumbashi. Fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur le www.wangou.info. Tout de suite, portez-vous bien et au revoir.